Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo très intéressante extraite d'une interview de John Cena. How close were you to turning heel? Real close. Like around what time period? Cena Rock won. Oh, I got word that they were gonna do it. Et du coup, forcément, en voyant ça, j'ai commencé à me poser des questions. Déjà, à quel point est-ce que ce changement de personnage avec John Cena qui devient méchant était probable à l'époque? À quoi aurait pu ressembler la WWE avec un John Cena à 100% investi dans le rôle de heel? Est-ce que ça aurait complètement bouleversé l'histoire de l'entreprise? Ou est-ce qu'en final, tout serait revenu sur les rails sur lesquels on est aujourd'hui? Et puis même, tout simplement, quelles histoires on aurait pu voir à ce moment-là? Et puis qu'est-ce que moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir? Et donc, pour la première fois sur la chaîne, je me suis dit qu'on allait pouvoir tester un concept dont pas mal de gens m'ont parlé depuis le début, dans lequel on va chercher à raconter l'histoire que la WWE aurait pu nous offrir à l'époque. Et il est donc l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce qui se serait passé si John Cena avait effectué son heel turn en 2011. Alors, avant de commencer, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, si ça vous intéresse et si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, normalement je suis en live tout de suite sur Twitch sur WWE 2K24 pour simuler ce heel turn de John Cena en mode univers. Et pour ceux qui regardent ça longtemps après sa sortie, je vous invite à aller voir sur ma chaîne secondaire, normalement il y a des chances que le replay soit disponible. Voilà, ça c'est juste une petite aparté parce que c'est un concept que j'avais énormément envie de faire et je pense que ça reviendra à l'avenir, l'idée de prendre le mode univers et un petit peu de le façonner en mode what if. Mais par contre, pour notre histoire d'aujourd'hui, il y a encore des choses à préciser et il va aussi falloir qu'on revienne précisément sur les propos de John Cena dans cette interview. Déjà, je préfère le préciser au début, tout ce que je vais raconter là, ça se base sur les propos de John Cena dans cette interview et ensuite c'est mes idées globales de qu'est-ce qui aurait pu se passer. Voilà, c'est pas forcément le scénario idéal, c'est pas forcément le meilleur truc possible, c'est juste mon idée personnelle et je vais le répéter au cours de la vidéo, mais n'hésitez surtout pas à partager votre scénario dans les commentaires. Ensuite, pour parler de ce que John Cena dit dans cette interview, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tel qu'il nous le dit, ce heel turn était vraiment acté. Il avait déjà commencé à préparer une nouvelle tenue, à enregistrer une nouvelle musique d'entrée et il commençait déjà à changer la manière de penser son personnage. Donc aujourd'hui, l'idée c'est pas juste d'inventer à 100% ce qui aurait pu se passer en partant dans tous les sens, parce que je pense que c'est plus intéressant de partir de la base qui nous a été présentée par John Cena lui-même et ensuite de réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Donc si on prend les événements un par un, il faut d'abord reprendre la période. On revient alors en 2011, à ce moment-là, John Cena est challenger numéro 1 au titre du Miz pour WrestleMania 27, et dans le main event du show, le visage de la WWE se retrouve plaqué au sol par le rock bottom de The Rock, et il perd alors le match pour se lancer dans sa nouvelle rivalité. Bon, en fait la rivalité entre les deux elle a déjà commencé depuis quelques semaines et John Cena et The Rock ils se sont déjà envoyés des pics par promo interposés, mais le moment du heel turn de John Cena pour moi il doit arriver bien après ça. Au lendemain de WrestleMania, les deux rivaux se retrouvent face à face dans le ring pour officialiser le main event du plus grand événement de l'année suivante, et c'est à partir de là que tout peut commencer. Déjà pour moi le heel turn de John Cena il doit commencer relativement peu de temps après l'annonce du match à WrestleMania 28. Je dis ça dans le sens où j'ai pas envie qu'on ait la complète année de John Cena exactement comme elle s'est déroulée, la défaite à WrestleMania 28 et qu'après on ait le heel turn. Parce que dans les faits, tel qu'il le dit dans son interview, c'était vraiment pour le premier affrontement que le heel turn était prévu. Par contre pour moi on doit pas non plus tout faire d'un coup. Ça a pas de sens de faire ça du jour au lendemain, que John Cena débarque d'un coup avec une nouvelle tenue et une attitude totalement différente. Déjà il faut qu'il ait des raisons de le faire, mais surtout il faut pas complètement bouleverser l'année 2011 non plus parce qu'il y a beaucoup de choses très cool. Bon, pour commencer, la haine qu'il a envers The Rock parce qu'il vient de lui coûter son main event à WrestleMania 27, c'est déjà une première raison, mais pour moi c'est pas tout. Ensuite, comme je l'ai dit, il se passe beaucoup de choses très bonnes en 2011 dans la carrière de John Cena, et donc je pense pas que forcer son heel turn en début d'année, ce soit la chose la plus intéressante à faire. Du coup, pour moi, dans les semaines qui suivent l'annonce du match, il faut rien changer. John Cena continue de se présenter régulièrement pour ses histoires avec The Miz, The Rock de son côté, il continue à troll son rival sur ses tenues et son personnage qui s'adresse aux enfants, John Cena se lance bel et bien en rivalité contre CM Punk et ils ont leur formidable match à Money in the Bank, et enfin à vengeance, John Cena se retrouve bel et bien dans le main event contre Alberto Del Rio pour conclure sa rivalité avec lui. Et pour moi, c'est là que ça devient intéressant, parce que pendant toute l'année 2011, même si John Cena a beaucoup de rivalités de main event, il a quand même beaucoup perdu. Oui, il est resté le visage de l'entreprise, mais on remarque que les fans ont presque plus soutenu CM Punk que Cena, alors que Punk était quand même censé être le méchant. Et d'ailleurs, tout le discours de John Cena qu'il a tenu toute sa carrière, autour du fait de ne jamais abandonner et de prouver sa valeur, bah il commence déjà à se détériorer à cette époque. Il perd contre Punk à Money in the Bank parce qu'il veut empêcher un screwjob, donc le fait qu'il veuille être gentil finalement lui coûte le match. Il prend une place inattendue dans un match contre Rey Mysterio pour lui reprendre la ceinture, donc il vient un petit peu lui voler le titre, et quand CM Punk revient immédiatement après, John Cena ne réussit pas à unifier les titres pour devenir champion incontesté. Et tout ce qui se passe à ce moment-là, pour moi, il faut vraiment insister dessus. La WWE, à mes yeux, ils doivent répéter régulièrement que tiens, John Cena, il a pris ce match contre Rey Mysterio alors qu'il l'avait pas vraiment mérité. Tiens, John Cena, il est un petit peu moins soutenu que CM Punk alors que c'est pas censé être le cas. Tiens, John Cena, il perd contre Alberto Del Rio à Hell in a Cell. Et petit à petit, il faut montrer ce côté frustration chez John Cena. Par contre, pour moi, il faut pas non plus trop insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus énormément mettre en avant que John Cena va finir par craquer. Il faut juste mentionner ces petits détails, histoire d'implanter petit à petit dans la tête des fans que oui, John Cena, son année
l'année, même s'il est main eventer, elle se passe pas de la meilleure des manières. Et donc c'est là qu'on va arriver au Survivor Series 2011. Ce soir-là, la WWE veut marquer un grand coup. Pour la première et dernière fois de l'histoire, The Rock et John Cena vont faire équipe dans un ring. Le Miz et R-Truth font alors leur entrée, ils sont rejoints dans le ring par The Rock, mais alors que la musique de John Cena se déclenche, personne ne fait son entrée. Les fans s'inquiètent en se demandant peut-être si le visage de la WWE a été attaqué, mais il n'y a eu aucun segment qui laisse penser ça, et alors que les minutes continuent à passer, on n'a toujours aucune trace de John Cena. The Rock, il reste fidèle à lui-même, il accepte quand même de lancer le match sans son partenaire, en espérant peut-être qu'il arrive plus tard, ce qui va donc lui permettre de venir à bout de ses adversaires seul pour s'établir comme le véritable héros de cette histoire. On peut donc arriver avec tout ça au lendemain de Survivor Series, dans l'épisode classique de Raw, et au lieu d'avoir un John Cena comme dans la vie réelle qui débarque tout gentil en triomphant de sa victoire avec The Rock, cette fois-ci c'est justement Dwayne Johnson qui vient conclure le show. Il va naturellement parler de l'absence de John Cena la veille lors du combat le plus important de l'époque, mais il n'obtient absolument aucune réponse. Les chants Cena ont beau retentir et ses fans ont beau avoir qu'une envie, c'est de le voir débarquer pour confronter The Rock, il n'y a absolument aucun signe des trompettes qui annoncent l'arrivée du visage de la WWE, et The Rock finit par se faire confronter par The Miz et R-Truth qui profitent comme dans l'histoire réelle pour se séparer. On arrive donc au 28 novembre 2011 et on n'a toujours aucune trace de John Cena. Il est pourtant censé ce soir être l'invité du Piper's Pit et sa musique se déclenche bien, mais le champ ne vient toujours pas au ring. Évidemment, tout ça nous prive en plus de l'horrible rivalité entre Kane et John Cena, ça on va pas cracher dessus, mais surtout tout ça commence à compromettre le main event du show le plus important de l'année. Voilà maintenant presque un mois qu'on n'a pas vu John Cena, et à part quelques apparitions du Rock pour essayer de provoquer son adversaire et de le titiller pour le forcer à répondre, il n'y a absolument rien qui permet vraiment de construire le main event de WrestleMania 28. Enfin, tout ça c'est jusqu'au premier Raw de l'année 2012. Ce 2 janvier va marquer un jour absolument historique pour la WWE, puisque si la semaine précédente The Rock semblait avoir complètement abandonné l'idée d'affronter le champ à WrestleMania, en l'accusant carrément d'être un lâche qui fuit ses responsabilités et en proposant même sa place à n'importe quel autre catcheur du roster, une musique étrange se déclenche dans l'arène de Raw. On reconnaît bien l'air de la musique de John Cena, mais celle-ci n'est pas comme d'habitude jouée par des trompettes. Non, là l'air semble quand même beaucoup plus grave. Des saxophones semblent être en train de jouer les notes de My Time Is Now, mais au lieu d'entendre les classiques paroles de John Cena, qui parlent de respect et de persévérance, on entend sa voix sur un ton bien plus sérieux, qui au milieu d'un rap parlant de sa supériorité par rapport au reste du roster, répète sans cesse cette phrase « Fear My Name ». Les fans sont alors extrêmement surpris et le choc ne s'arrête pas là puisqu'ils voient soudainement apparaître sur l'arène d'entrée un John Cena complètement changé qui au lieu de débarquer avec sa tenue classique avec son short en jean et ses t-shirts multicolores, change complètement et débarque avec un singlet sombre sur lequel est inscrit cette phrase qui indique qu'on doit craindre le nom de John Cena. Le visage fermé et avec un style totalement différent de ce qu'on a connu, John Cena monte sur le ring, il se saisit d'un micro et il se contente alors de peu de phrases pour dire qu'il n'avait pas besoin de venir à Survivor Series puisque ce match n'était qu'une perte de temps et surtout pour clarifier une chose, il n'est plus le même qu'il était quelques semaines plus tôt. Avec les événements récents de 2011, ses défaites contre CM Punk et cette place volée dans le match contre Rey Mysterio qui lui ont valu quelques huées de la foule, les provocations de The Rock et les réactions globales du public qui avait plus tendance à se ranger du côté de ses adversaires, John Cena a réalisé que les valeurs qu'il prônait n'avaient absolument aucun sens. Il a toujours mis en avant sa persévérance, le fait qu'il n'abandonne jamais et sa loyauté envers les fans. Mais aujourd'hui, il décide de mettre tout ça derrière lui. Le fait de disparaître pendant un mois entier alors que The Rock et même ses fans avaient besoin de lui le montre très très bien. Il ne veut plus revenir pour rien, John Cena a mis de côté sa persévérance. Il ne sera là que lorsqu'on mérite qu'il soit là, et quand la WWE lui donnera des choses que lui-même juge intéressantes. Il a mis de côté le fait de ne jamais abandonner en ne se présentant pas pour un match important et en ne répondant pas aux appels du Rock sur le ring, et en plus il a mis de côté sa loyauté en refusant de se présenter devant les fans qui n'attendaient que lui. Évidemment, il est immédiatement confronté par The Rock qui demande des explications et qui n'attendait qu'une chose, c'était de se retrouver face à face dans le ring avec Cena, et donc il lui envoie directement des pics en lui disant qu'il ne peut pas juste revenir avec une tenue ridicule en croyant que tout ce qu'il a fait jusque-là va être oublié, avant de le défier à un combat homme à homme au milieu du ring. Et justement, si à la base on peut croire que John Cena nous fait un petit retour comme le Doctor of Thuganomics, juste pour faire une petite apparition et changer son personnage le temps d'une soirée, il va faire ce soir quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent et qui confirme bien qu'il est totalement une autre personne. John Cena recule et quitte le ring comme un lâche. Tout le monde est choqué. Cette facette de John Cena, c'était du jamais vu. Après tout ce qu'il avait fait pour les fans et la WWE, il tournait totalement le dos à ses principes, et la construction du match entre Cena et le Rock à WrestleMania venait alors de prendre une tournure complètement folle. Semaine après semaine, les échanges de promos s'enchaînent avec The Rock qui tente sans cesse de forcer John Cena à l'affronter en essayant de réveiller son ancienne personnalité qui n'abandonne jamais, mais le champ refuse systématiquement et évite les confrontations. John Cena va même jusqu'à attaquer The Rock par derrière et il retrouve des adversaires du passé qui tentent de le raisonner mais absolument rien n'y fait. John Cena à ce moment-là n'a qu'un objectif, détruire
détruire celui qui lui a tout pris à WrestleMania 27. Et oui, John Cena va l'expliquer à ce moment-là dans diverses promos qui seront extrêmement impactantes et hyper intéressantes. La raison principale de ce changement, c'est The Rock. John Cena reconnaît qu'il a voulu se concentrer sur trop de choses à la fois, et il prétend même que son amour pour les fans et sa volonté de les satisfaire en étant là chaque semaine, c'est ça qui lui a coûté son titre de champion. D'ailleurs, au final, John Cena, il met les choses au clair. The Rock, ce n'est qu'un obstacle sur son chemin. Cena est là pour un seul et unique objectif. Il veut reprendre le titre de la WWE et surtout, il ne veut jamais le lâcher. Parce que oui, dans toutes ses promos extrêmement impactantes, John Cena, il prend bien la peine de préciser ça. Si depuis le début de sa carrière, il n'est pas seulement resté champion de la WWE éternellement pendant 15 ans, bah c'est juste parce qu'il a voulu écouter les fans et qu'il a voulu écouter ses anciens principes. Il a été trop combatif et il a accepté de défendre sa ceinture trop régulièrement, et c'est ça qui à terme lui a coûté des années de sa carrière et surtout qui lui a coûté son titre de champion. Maintenant, son objectif est très clair, il veut récupérer la ceinture, il la défendra quand il décidera de la défendre, et certainement qu'il pourra la conserver pendant des dizaines d'années. Et pourtant, arrivé à WrestleMania 28, tout ne va pas se passer comme prévu. Cena fait bien son entrée avec cette tenue si particulière et il a bien ce match tant attendu contre The Rock, mais même s'il change radicalement sa manière de combattre en fuyant et en utilisant des stratégies qui vont à l'encontre de ses anciennes valeurs, John Cena ne parvient pas à venir à bout de The Rock. Et oui, dans mon histoire, même si John Cena a changé de personnage, il ne bat pas The Rock lors de leur premier affrontement. Et d'ailleurs, l'histoire racontée est sensiblement la même. On a John Cena qui est déchu après WrestleMania et qui sous les huées des fans revient en vestiaire alors que The Rock sort grandi de cet affrontement. Mais justement, là où c'est différent, c'est que cette défaite de John Cena, au lieu de le mener vers un chemin de la rédemption qui va jusqu'à WrestleMania 29 en ayant surpassé l'adversité, elle va le mener vers quelque chose de complètement différent. Déjà, Cena prétend qu'il a été volé sur la plus grande scène du monde et il exige alors immédiatement une revanche. À côté de ça, il n'est pas confronté par Lesnar ni par The Rock le lendemain à Raw, mais par Vince McMahon qui tente de le rassurer. John Cena a toujours été le visage de la WWE. Et McMahon, il comprend parfaitement sa déception et sa frustration. Et puisque c'est John Cena, l'homme littéralement le plus important en termes de business pour l'entreprise, il lui promet qu'ils vont trouver une solution et qu'ils vont pouvoir discuter ensemble. Et donc, dans mon scénario, au lieu d'avoir un John Cena qui lutte toute l'année contre Lesnar, puis Punk, puis le Shield, on a un John Cena qui se pointe que très rarement et qui obtient en permanence des cadeaux de la part de la direction. À Extreme Rules, il ne se présente pas, à Over the Limit, il n'apparaît que dans une courte vidéo où il semble discuter avec le président de l'entreprise, à No Way Out, toujours aucune trace de John Cena, et enfin à Money in the Bank, alors que tous les catcheurs sont dans le ring prêts à se battre pour la mallette, Vince McMahon fait son entrée et annonce qu'il reste un dernier participant, John Cena. Le visage fermé, le champ s'avance au ring et il va fuir pendant tout le match, en plus d'utiliser des stratégies de lâche, profitant finalement d'une situation opportuniste que pourtant il ne faisait jamais pour décrocher la mallette et devenir Mr. Money in the Bank. Avec ce rôle de protégé de la direction qui est mis en avant par McMahon, qui prétend que pour que la WWE soit une grande entreprise, elle a besoin de John Cena en tant que champion, le détenteur de la mallette Money in the Bank semble tout simplement imbattable. Et en soi, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais ça me paraît extrêmement logique. Ça fait des années que les fans se plaignent que John Cena est mis en avant dans les vestiaires par les officiels, et là juste on assumait ça pleinement aux écrans. Oui, la WWE a énormément besoin d'un mec comme John Cena. Alors certes, là dans l'histoire, le fait qu'il soit heel, forcément, ça change un petit peu les choses, mais on peut garder à l'idée que au-delà des ventes de merchandising, John Cena c'est une image, et c'est un catcheur qui permet à la WWE d'avoir la grandeur qu'elle a à l'époque. Et donc ce John Cena couvert par Vince McMahon et compagnie va tenter une première fois d'encaisser contre CM Punk lors de SummerSlam, et même s'il perd son match après avoir utilisé le contrat et que donc il est censé perdre l'utilisation de sa mallette, McMahon débarque et prétend qu'il y a eu une erreur d'arbitrage qui justifie que Cena récupère son contrat. Et donc grâce à ça, John Cena, qui se fait appeler le visage de la WWE et qui continue à demander à ce qu'on craigne son nom, va pouvoir continuer à être une menace qui plane au-dessus du titre de la WWE détenu par CM Punk. On se retrouve alors à la fin de l'année 2012 et pour moi les événements importants qui se produisent à cette époque, ils doivent quand même se produire dans ce scénario. Par exemple, The Shield, qui à l'époque a fait ses débuts pour aider CM Punk, il débarque bel et bien à la WWE mais en tant que bras armé de John Cena, et ils vont donc tenter à plusieurs reprises de l'aider à encaisser son contrat, sauf que systématiquement, The Champ se retrouve à devoir prendre la fuite face à un champion trop résistant. Cena finit par réussir à utiliser son contrat lors de TLC alors que CM Punk défend son titre contre Ryback, mais même face à un CM Punk à bout de force et malgré l'aide du Shield, John Cena perd son combat grâce au retour de The Rock qui débarrasse le ring de Rollins, Reigns et Ambrose, et cette fois-ci, Vince McMahon ne peut plus rien faire pour aider son protégé. Avec tout ça, John Cena devient donc bel et bien le premier à avoir raté l'encaissement de la mallette Money in the Bank, sauf que au lieu de le prendre comme il l'a pris dans la vraie vie avec un petit peu le smile et ce côté je vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer à me battre, dans mon histoire, il va prendre ça de manière extrêmement différente. On a là un John Cena qui était déjà frustré après WrestleMania 27, ce qui l'a poussé petit à petit à faire ce heel turn, qui a été encore plus frustré après sa défaite contre The Rock et qui là explose pour de bon en échouant son encaissement de la mallette Money in the Bank.
Et avec tout ça, on arrive donc au Royal Rumble. Puisqu'il a aidé CM Punk à conserver son titre en débarrassant le Shield lors de TLC, The Rock obtient un match contre le champion lors du Royal Rumble, et le même soir, dans le match à 30 catcheurs qui vise à déterminer un challenger numéro 1 au titre lors de WrestleMania, on va vivre un moment absolument impensable. Au fil du match, Ambrose, Rollins et Reigns font leur entrée, et les 3 membres du Shield débarrassent le ring de la totalité de leurs adversaires. Ils paraissent alors ultra dominants, ce qui aide à les construire pour l'avenir, et finalement ils vont se retrouver seuls dans le ring alors que le numéro 30 fait son entrée, et les fans vont donc entendre à nouveau la musique Fear My Name alors que John Cena fait son entrée. Arrivant aux côtés de Vince McMahon, John Cena monte sur le ring et sur ordre du président, les 3 membres du Shield passent l'un après l'autre par-dessus la 3ème corde pour offrir sur un plateau d'argent la victoire à John Cena. Après cet événement choc, John Cena prend le micro et il annonce que désormais il va régner en maître sur la WWE, donnant raison à tous ceux qui depuis des années n'ont de cesse de dire qu'il profite des choix de la direction pour être le numéro 1. Et après la victoire du Rock dans le main event de la soirée, la revanche pour WrestleMania 29 est officielle. John Cena contre The Rock numéro 2, avec cette fois-ci la version de Cena la plus puissante qui n'ait jamais vu le jour. Les échanges de promos entre le Royal Rumble et WrestleMania sont plus intenses que jamais, John Cena peut vraiment laisser exploser son côté heel à 100%, et cette fois-ci, en plus de s'asseoir sur tous ses principes, il profite de sa place privilégiée à la WWE tout en reprochant à The Rock de faire pareil, et on a alors le droit à des face-à-face au micro qui vont pouvoir marquer l'histoire. Si John Cena en 2012 dans la vie réelle il se permet de lâcher des punchlines en ressortant le Doctor of Thuganomics, dans notre scénario il va pas s'abaisser à ça. Il se contente de parler sur un ton calme en étant en costard et en exposant des faits, et son personnage de heel lui permet de sortir certaines des meilleures promos de sa carrière. Cette fois-ci, les fans ne vont pas reprocher à la WWE d'organiser un second match entre Cena et The Rock parce que l'histoire racontée, elle est complètement différente. On n'a plus un John Cena qui gravit les échelons et qui remonte la pente pour obtenir ce match à la loyale. Là, on a bien un John Cena qui va s'asseoir complètement sur ses principes et qui vole une place qu'il mérite pas du tout pour réussir par tous les moyens à retrouver la place de numéro 1 qu'il estime méritée. Et donc, dans le main event de WrestleMania 29, grâce à l'aide de McMahon et de ses associés et grâce à diverses techniques de triche qu'on n'a jamais vues de sa part, John Cena vient à bout de The Rock et il atteint donc les sommets en devenant une nouvelle fois champion de la WWE. Toujours avec ce personnage détestable, il va venir se vanter semaine après semaine de sa position de numéro 1, il reste surprotégé par la direction qui souhaite qu'il reste à jamais à cette place, il n'a absolument aucune adversité puisque celle-ci est toujours mise à mal par des décisions des officiels ou simplement par sa puissance et sa triche, il ne défend sa ceinture qu'occasionnellement en pay-per-view et ne la conserve qu'en se faisant disqualifier ou en perdant par décompte à l'extérieur, et il vient de temps à autre sortir des promos toujours aussi agressives et intéressantes qu'il dirige soit à ses adversaires, soit aux fans à qui il n'a de cesse de répéter qu'ils doivent le remercier. Ce John Cena arrogant et dominant peut alors conquérir la WWE en tout point et vraiment asseoir une domination imposée qui sera bien plus importante et très différente de celle qu'on peut avoir avec Roman Reigns aujourd'hui. Parce que oui, en écrivant tout ça et en réfléchissant à comment raconter cette histoire, je me suis dit que ça ressemblait peut-être un petit peu trop à Roman Reigns. Mais après, je me suis fait une réflexion qui différencie énormément les deux histoires, c'est que Roman Reigns, il s'établit vraiment comme le boss final. Le mec qui vraiment est trop puissant pour ses adversaires. Là, John Cena, c'est pas ça. John Cena, il joue vraiment sur la ligne entre la réalité et la fiction. Et donc, il va répéter chaque semaine que la raison pour laquelle il doit rester numéro 1, c'est pas parce qu'il est forcément plus fort que les autres, parce qu'il travaille plus comme il l'a fait depuis des années. Non, la raison pour laquelle il doit rester au sommet, c'est juste parce que c'est John Cena et qu'il rapporte plus d'argent. Et donc, le fait qu'il triche dans ses matchs, on peut pas réellement lui reprocher parce qu'il l'assume pleinement. Il justifie ça en disant « je dois rester le numéro 1, c'est important pour l'entreprise ». Et donc, au final, ça rend le personnage encore plus détestable parce qu'on a quasiment rien à lui reprocher. Dans les faits, il joue son rôle à merveille et ça donne un John Cena absolument détestable mais qu'en même temps, on comprend un petit peu. Et donc, avec tout ça, John Cena conserve son titre pendant un an, il reste au sommet de la WWE et il reste le mec à abattre, ce qui le mène à se confronter à un homme lors de WrestleMania 30, l'Undertaker. Érigé en défenseur du catch plus ou moins, et surtout en celui qui doit ramener John Cena à la réalité, le Deadman et le Champ ont une rivalité intense dans les semaines qui précèdent le plus grand show de l'année, avec cette fois-ci une construction meilleure qu'à WrestleMania 34, et la WWE va alors se retrouver confrontée à un choix. D'un côté, ils peuvent faire perdre John Cena et essayer alors de le ramener dans un rôle de face pour qu'il reprenne sa carrière comme elle était avant, avec une direction qui commence petit à petit à lui imposer des choix qui ne lui plaisent pas et qui le poussent à craquer et à se rebeller pour récupérer l'appui des fans, ou bien ils peuvent décider de partir dans une direction complètement opposée. Sur la plus grande scène du monde, lors du 30e anniversaire de WrestleMania, devant le choc des fans et la stupeur générale, John Cena vient à bout de l'Undertaker pour mettre un terme à sa série d'invincibilité, causant une révolte générale de la plupart des fans qui non seulement refusent d'accepter la fin de la streak, mais qui refusent surtout que ce soit ce John Cena là qui y mette un terme.
Alors, je sais que partir aussi loin avec la streak de l'Undertaker, c'est peut-être un petit peu exagéré, hein. À la base on parle juste du heel turn de John Cena, il s'agit pas non plus de renverser le monde, mais en vrai je me dis que la situation est tellement folle que rien n'empêche la WWE de partir vraiment très loin dans le délire. Bon, en plus à côté de tout ça, l'histoire que j'ai racontée là, c'est purement un booking personnel, ça veut pas forcément dire que c'est les meilleures décisions ni ce que j'aurais voulu à tout prix, mais j'ai quand même essayé le plus possible de me baser sur l'idée qui a été mentionnée par John Cena à la base. Parce que tout ce que j'ai dit là, ça part totalement de ses propos dans cette interview. Le John Cena qui renie ses valeurs, qui fait l'opposé de ce qu'il a toujours fait, le singlet, la musique Fear My Name, bref, l'idée générale, elle vient à 100% de là. Donc oui, j'ai sûrement dépassé les limites en parlant de la streak de l'Undertaker, hein, mais je me dis, je sais pas à qui t'as joué sur la haine des fans envers Cena et son côté tout puissant, qui lui a beaucoup été reproché quand il était face, bah autant aller au bout des choses. Et bon après vous le savez tous, hein, si tout ça n'a jamais eu lieu, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs cette vidéo c'est purement de l'imagination pour se placer dans un monde parallèle où cette situation aurait pu se présenter, mais comme je l'ai dit au début, bah c'est tout simplement impossible. John Cena le dit lui-même dans cette interview, s'il s'était lancé dans ce personnage de heel, c'était jusqu'au bout. Et donc plus de t-shirts en vente, anciens comme nouveaux, plus de Make-A-Wish, plus d'interviews télé, John Cena serait vraiment devenu le plus grand méchant de la WWE, et il aurait vécu son personnage aux écrans comme à l'extérieur. Donc oui, la WWE n'aurait absolument jamais pu aller au bout de cette idée, la perte d'argent aurait été beaucoup trop importante pour eux. Et avec un visage aussi établi que celui de Cena, il faut aussi comprendre que c'est une énorme prise de risque, parce que si jamais John Cena n'arrive jamais à faire machine arrière si besoin, bah la WWE est bloquée dans une situation dramatique. Bref, vous l'aurez compris, ce heel turn de John Cena, même si on était nombreux à le vouloir à l'époque, et que entendre John Cena lui-même parler de ça, bah ça donne vraiment envie de voir ce que ça aurait pu donner, finalement ça ne restera à jamais qu'un immense what if dans l'histoire du catch, qui ne se produira absolument jamais. Du coup je compte sur vous pour me donner votre booking dans les commentaires, comment vous auriez organisé ce heel turn de John Cena, en prenant évidemment tout ce qu'il dit dans l'interview en compte, hein, ce qui limite quand même la période du heel turn et quelques principes de base, mais à part ça, faites-vous plaisir dans les commentaires, balancez-moi toutes vos idées les plus folles, j'ai hâte de lire ça, et peut-être même que ça m'inspirera pour de futures vidéos. L'objectif dans tout ça, c'est vraiment pas d'être à 100% dans le réel, le catch c'est aussi ça, hein, c'est de pouvoir s'imaginer des fantasy bookings dans tous les sens, et on est très nombreux à le faire, surtout à l'approche de grands événements. Et donc comme je l'ai dit, si vous voulez voir ce que John Cena aurait pu donner en tant que heel selon WWE 2K24, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Twitch et sur ma chaîne secondaire. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.